Bonjour ou bonsoir à tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo thread d'horreur. Et oui, je vais garder ça tout le mois de décembre. Et oui, il y a une étiquette qui est mal enlevée. Voilà, on perce le mystère tout de suite. Voilà. Aujourd'hui, pour les deux histoires, il y en aura une plus longue que l'autre et une paranormale et une rationnelle. Celle que j'ai préférée, je vais pas faire de technique de youtubeur, c'est la première, je vous le dis. La première étant la paranormale, moi je suis plus sensible à cette mécanique là pour me faire peur, à tout ce qui est paranormal, je trouve que ça me fait plus peur. Dernière précision avant de commencer la vidéo, vous pouvez toujours aller sur mon Spotify ou mon Apple Podcast avec mon podcast, Nuit sans retour. C'est un podcast que j'ai créé où j'écris et j'invente des histoires de A à Z. Ça vous permet d'avoir du contenu totalement inédit, que ce soit de ma part ou sur YouTube en règle générale, parce que c'est des histoires que vous ne retrouvez absolument pas ailleurs vu que je les invente. Maintenant que tout est dit, passons aux histoires. Pour la première histoire, donc paranormale, on va suivre Eva. Elle va nous parler de la maison de ses grands-parents. Elle explique que ses grands-parents habitent depuis 30 ans dans la même maison, à tel point que sa mère et son frère ont eux pu vivre dans cette maison. Eva nous explique que elle, sa mère avait déjà déménagé quand elle est née. Mais voilà, son frère et sa mère ont connu cette maison et il n'y a jamais rien eu d'anormal. Elle nous explique que ses grands-parents habitent encore à l'heure actuelle dans cet appartement. Concernant la description du lieu, Eva nous le décrit comme un lieu convivial où toute la famille a pris l'habitude de se réunir pour les fêtes, que ce soit Noël, Nouvel An, anniversaire ou autre. Vraiment, c'est le lieu de retrouvailles de toute la famille. Elle nous précise qu'elle y a souvent été, que ce soit en vacances, en week-end ou autre, et elle a particulièrement adoré les moments qu'elle a passés dans cet appartement. Et que avant qu'elle nous raconte ce qu'elle nous raconte aujourd'hui, il s'était jamais rien passé. Rien qui fait qu'elle pouvait avoir peur ou une appréhension dans cet appartement avant. Dernière précision, Eva nous dit que l'appartement est situé dans une superbe copropriété et dans un quartier bien sécurisé, donc totalement idéal pour les familles qui voudraient s'y installer. Eva se confie en nous disant que même si elle adorait passer du temps chez ses grands-parents et avec ses grands-parents, en revanche elle était un petit peu dubitatif et ça la freinait quant au fait de dormir là-bas. Elle nous explique qu'il n'y a rien de paranormal. Effectivement, elle était enfant et quand on est enfant on aime bien dormir chez soi, avec ses parents, dans sa propre maison. Il n'y a rien de paranormal mais pas trop dormir là-bas. Elle aimait juste y aller une bonne après-midi et c'est tout. Finalement, elle se savait en sécurité là-bas. Elle savait qu'il n'y avait pas de monstres sous le lit ou dans le placard, pas de méchants qui peuvent entrer dans l'appartement, donc elle finissait toujours par bien s'endormir les soirs où elle s'endormait là-bas. Puis le lendemain, elle avait bien aimé sa nuit. Quelques années plus tard, quand Eva était devenue adolescente, elle devenait de plus en plus anxieuse à l'idée de dormir chez ses grands-parents. Plus ça allait, moins elle avait envie d'y dormir. Mais elle saurait pas expliquer pourquoi. Elle ne se sentait plus vraiment à l'aise. Certaines nuits où elle était moins à l'aise, elle dormait même toute la nuit avec sa lumière allumée. Elle nous précise bien que ces phénomènes ne sont pas le fait de ne pas dormir chez elle, car elle nous explique que finalement elle avait l'habitude de ne plus dormir chez elle depuis qu'elle est adolescente. Quand par exemple elle allait souvent chez ses amis faire des soirées pyjama, ou même de la famille autre que ses grands-parents, et qu'elle n'avait jamais eu ce problème. Voilà, c'était disparu. Le problème, ça datait de l'enfance. Aujourd'hui, elle est adolescente. Le problème n'a pas persisté. Une fois seule le soir, chez ses grands-parents, seule dans son lit, elle était souvent silencieuse et attentive à tous les bruits, guettait la pièce de toutes parts, l'amenant même parfois à des crises d'angoisse, sans savoir pourquoi l'anxiété lui montait autant à la tête et au cœur. Un jour, elle a décidé d'en parler à sa mère, et on peut la féliciter parce que c'est pas vraiment évident. Effectivement, quand on a ce genre de ressenti, alors qu'on n'a pas de preuves, en tout cas actuellement pour Eva, on n'a pas de preuve de se sentir mal, mais elle se sentait mal, donc elle a décidé d'en parler à sa mère. Et c'est une preuve de courage parce qu'on peut se dire qu'elle avait peur d'en parler, qu'elle était réfractaire à en parler parce qu'elle avait peur de se faire passer pour une folle, mais elle l'a fait. Donc big up à elle. Elle a fait donc part à sa mère de tous ses ressentis, tout son mal-être et son angoisse permanente à l'idée de dormir chez ses grands-parents. Et étrangement, sa mère lui confie que, étant petite, elle avait aussi du mal à s'endormir, se levant parfois la nuit, en faisant quelquefois des terreurs nocturnes vraiment horribles, et elle en a fait beaucoup, parce que sa maman y a passé toute son enfance. La maman de Eva lui dit que depuis sa chambre, elle semblait aussi voir beaucoup d'ombres passer dans le couloir. À l'époque, elle en avait parlé à ses grands-parents, donc la mère avait parlé à ses parents, mais c'est les grands-parents de Eva. Enfin, vous avez compris, je crois que je vous embrouille, on va arrêter. Enfin bref, elle en avait parlé à ses grands-parents et ses grands-parents sont très cartésiens, très terre à terre, où ils ont dit oh, c'est bon, elle est petite, c'est rien. Vous connaissez un petit peu le discours des parents, c'est rien quoi. Mais c'est pas tout. Eva nous dit qu'un jour, sa mère, étant adolescente au moment des faits, avait entendu quelque chose tomber sur le carrelage dans le couloir. Et en allant voir, elle ramasse ce qui était tombé. C'était une main d'un personnage en porcelaine qui était posée sur l'étagère du couloir. La statuette, elle n'avait pas bougé. En revanche, sa main avait comme explosé et s'était projetée sur le sol sans aucune explication rationnelle. Quelques années plus tard, sa mère avait invité un ami à dormir chez elle. Donc vous suivez, chez les grands-parents actuels de Eva. Sa mère va aux toilettes. Donc elle précise qu'il n'était que deux à ce moment-là dans l'appartement.
elle et son ami. L'ami de sa mère, lui, était resté sur le canapé. Elle ferme la porte des toilettes sans la verrouiller, et puis après avoir fait ses affaires, en voulant sortir, la poignée était restée bloquée. Comme si quelqu'un se tenait là, derrière, et retenait la porte à l'extérieur. La retenait fermement pour que sa mère ne puisse pas sortir des toilettes. C'est alors que sa mère, depuis la porte des toilettes, en restant enfermée, elle dit à ce qu'elle pense être son ami derrière qu'il est pas drôle. C'est pas une blague qui est drôle d'enfermer quelqu'un dans les toilettes, surtout qu'il était tard, c'était le soir, en chill. Non, ça se fait pas. Elle s'énerve un peu et dit tu me saoules quoi. Voilà, ça se fait pas. Et je pense qu'on aurait tous réagi pareil. Au bout d'un certain temps, sa mère avait donc réussi à sortir. Et bah, vous le devinez, la porte n'était juste pas bloquée. Comme si vraiment il y avait quelque chose qui l'a bloquée, mais elle n'était pas verrouillée quoi. Sa mère est donc partie voir son pote pour bien l'engueuler, pour la petite blague, en disant que c'est juste pas drôle, que ça l'a saoulé, qu'en plus la blague a duré bien trop longtemps. Parce que bah, quand elle l'avait fait dans les toilettes, son ami n'avait pas répondu de l'autre côté de la porte et elle voulait des réponses. Finalement, son ami lui dit que non. Il est resté sur le canapé et l'a attendu. Et sa mère a cru qu'il continuait la blague, donc ça l'énerve encore plus. Mais non, son ami maintient fermement qu'il n'a absolument pas bougé du canapé. Mais par-dessus tout, ce qui est bizarre, c'est qu'il explique à sa mère que lui, depuis le canapé, bah il a rien entendu. Il a pas entendu sa mère forcer la porte, il a pas entendu sa mère gueuler en lui disant bah arrête, t'es pas drôle. En fait, il n'a rien entendu. Comme si sa mère, elle était momentanément isolée et que c'était comme une illusion. Par la suite, bah Eva, elle continue tout de même de retourner chez ses grands-parents, notamment pendant les vacances d'été. Et malheureusement, bah cette sensation, elle persiste. Elle s'accentue même. Là, Eva nous explique qu'elle reste très cartésienne et elle dit que c'est normal. Effectivement, avec ce que sa mère lui racontait avant, si de base, elle est un peu réfractaire à dormir chez ses grands-parents, ça n'a pu qu'accentuer ce sentiment et cette envie de ne pas dormir là-bas. Donc, elle explique que c'est bon, c'est normal. Il y a très peu de temps, avant qu'elle nous écrive son témoignage, elle était en vacances chez ses grands-parents et lors d'un apéro où ils discutaient avec des anciens résidents de l'immeuble pour faire l'historique des différents appartements dans la copropriété, Eva a appris certaines choses. Et comme ses grands-parents sont toujours depuis le temps locataires de leur appartement et non propriétaires, Eva leur a demandé qui étaient les anciens locataires avant eux. Sa grand-mère lui explique qu'il y avait une femme avec 2 enfants. La mère était violente avec ses propres enfants. Elle les enfermait dans une seule pièce pendant des jours sans qu'ils ne puissent sortir. On rappelle que, suivant le témoignage des grands-parents de Eva, les enfants avaient respectivement 5 et 7 ans. Ils étaient donc très jeunes et subir ça déjà, c'est non, peu importe l'âge, mais en étant enfant et si jeune de la part de leur propre mère, c'est dur. Et j'avoue que ça me fend le cœur de savoir que des enfants ont pu vivre ça. Encore une fois, je pense que l'histoire est vraie, on en reparlera à la fin, mais moi ça me fend le cœur. Les autres résidents de l'immeuble, qui étaient aussi présents à l'apéro, précisent qu'un jour la mère des enfants était partie. Voulant à tout prix profiter de l'absence de leur mère, les enfants ont voulu s'enfuir. Ils sont passés au travers des barreaux du balcon, situé au 4e étage pour pouvoir descendre au balcon de l'étage juste en dessous, afin de trouver l'aide d'un voisin ou d'une voisine. Le plus petit des 2 garçons s'était coincé la tête entre les barreaux. Son corps entier, lui, était à l'extérieur du balcon. Il essayait donc de rester en équilibre pour ne pas se faire mal. Tous les gens à ce moment présents dans l'immeuble regardaient la scène, mais depuis leur balcon respectif ou depuis le dessous de l'immeuble. Mais ils étaient impuissants parce que eux ils étaient au 4e étage, donc ils étaient impuissants au fait de pouvoir les aider, sachant que la porte était fermée vu qu'ils étaient enfermés. Donc tout le monde était choqué de la scène. C'est là que son grand frère il tentait de le tirer désespérément pour le décoincer. Bon, finalement il y arrive et plus de peur que de mal, ils ont eu un petit peu mal, en tout cas son petit frère a eu un petit peu mal, mais voilà, les grands-parents, les amis des grands-parents nous expliquent que suivant les gens qui étaient là et à en croire les témoignages, voilà, il n'y a pas eu plus de blessés que ça, les enfants étaient en sécurité et finalement vous allez voir que ça s'est un peu mieux fini pour les enfants. Parce que oui, il faut savoir que suite à ça, logiquement, les services de défense des enfants ont été appelés, voilà, la mère a été punie, les enfants ont été placés et tout va bien. Les grands-parents précisent que l'appartement que cette femme avait laissé était un taudis, tout était en piteux état et absolument dégoûtant. La chambre où résidaient les enfants comptait juste un matelas à son centre, rempli de leur urine, dégageant une odeur insoutenable. Les autres résidents présents à l'apéro précisent qu'ils ont tous vu l'appartement et qu'ils ont trouvé ça horrible et qu'ils étaient tous sous le choc. Eva nous explique qu'elle vit pour ses études depuis 2 ou 3 mois chez ses grands-parents et qu'elle n'a pas vécu plus de terribles histoires à part des portes qui s'ouvrent toutes seules et certaines fois des portes qui deviennent un petit peu dures à s'ouvrir. Elle émet une hypothèse concernant le lieu, c'est que l'esprit de la femme serait encore en train d'hanter le lieu et ça pourrait être plausible de mon côté vu les choses qui
se passe. Effectivement, la mère avait l'habitude de laisser enfermer ses enfants. Et là, bizarrement, la mère de Eva, elle était restée enfermée dans les toilettes. Où Eva nous explique qu'elle a du mal des fois à ouvrir des portes alors qu'il n'y a rien qui bloque. Donc ça pourrait expliquer le fait que la mère, elle est encore là à essayer de bloquer des gens. Quand je disais que cette histoire me paraissait plausible, et je le pense encore, c'est qu'en fait, vous voyez, il s'est rien passé de fou. Par-dessus tout, moi, ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que Eva, elle nous explique dans son témoignage, là je vais pas vous le lire, mais elle nous explique dans son témoignage que elle croit pas à ça. Voilà, elle pense que c'est juste des ressentis, des choses, que sa mère, elle a vécu des choses, donc le fait que elle les a appris, ça l'a conditionné. Elle dit que c'est rien passé de fou et de trop transcendant, rien qui selon elle peut expliquer que les esprits existent, et elle y croit pas. Mais elle dit, admettons que j'y crois, et c'est là qu'elle a donné les explications de la femme de machin, et que ça pourrait expliquer les choses. Voilà, elle nous précise qu'elle y croit pas, que pour elle c'est pas suffisant, que oui elle ressent toujours une gêne, mais que c'est potentiellement explicable scientifiquement, et vraiment, en tout cas elle nous fait comprendre dans son récit qu'elle y croit pas. Et c'est ce que je trouve fou dans cette histoire, c'est que le récit est terrifiant, et le fait qu'elle y croit pas et qu'elle cherche une explication avec le subreddit, moi ça me pousse à croire que c'est vrai. Je vous laisse en faire vos propres déductions et me dire en commentaire si vous pensez que c'est vrai ou pas. Et nous, on fonce pour la deuxième histoire, qui est une histoire, cette fois-ci rationnelle et terrifiante. Alors, on va suivre deux meilleures amies que l'on va respectivement appeler Léa et Mathilde. Léa nous raconte que cette histoire remonte à plus de 20 ans, à peu près, elle peut pas dire exactement. Quand Léa était plus jeune, environ 10 ans, elle se baladait avec sa meilleure amie, Mathilde, du même âge qu'elle, vous vous en doutez, et aucun adulte avec elle n'était présent pour cette balade. C'était une route peu fréquentée dans une sorte de lotissement qui formait une boucle avec quelques habitations aux alentours, mais il y avait principalement une forêt qui ornait les alentours. Léa nous précise une chose supplémentaire, c'est que elle et Mathilde avaient déjà fait une ou deux fois le tour. C'était pas vraiment leur première excursion de la journée. En fait, c'était une boucle qu'elles se faisaient parce qu'elles avaient envie de se promener et elles se racontaient plein de choses. Elles avaient rien vu d'anormal la première ou la deuxième fois qu'elles avaient fait auparavant. Les deux amies marchaient tranquillement quand elles ont entendu un bruit de moteur. Et quand elles se retournent, elles voient une camionnette blanche derrière elles qui roule lentement. Très lentement. Léa se dit que la camionnette veut les dépasser vu que la route n'est pas très large. Alors les deux amis se décalent pour la laisser passer à côté d'eux et que la camionnette n'ait pas de crainte de les blesser en passant. La camionnette s'avance alors de quelques mètres puis s'arrête après. Sur le moment, Léa et Mathilde ne remarquent pas tout de suite. Donc elles continuent à avancer en discutant tranquillement en sachant que la camionnette se situe actuellement devant nos deux amis à l'arrêt. Sur le moment, Léa ne saurait pas nous expliquer pourquoi, mais elle a un sentiment bizarre qui l'envahit. Elle attrape alors le bras de sa meilleure amie pour qu'elle s'arrête. Elle ne saurait pas expliquer combien de temps nos deux amis sont restés immobiles avec la camionnette devant. Elle, avec le recul, elle pense que ça a duré quelques secondes, mais sur le moment, ça avait l'impression de durer au moins 5 minutes en étant restées fixées parce qu'elles étaient pétrifiées par ce qu'elles venaient de voir. Pourtant, il n'y avait rien de fou, mais c'est un ressenti. D'un seul coup, la porte côté passager qui est en face de la forêt s'ouvre. Léa, toujours en tenant le bras de Mathilde, se rue de l'autre côté de la route pour être à l'opposé de la camionnette. Et sans savoir pourquoi, elles se sont mises à courir. Elles ont couru un moment, suffisamment pour se sentir en sécurité, puis peu après leur sprint, en continuant de marcher calmement, elles échangent toutes les deux sur ce qu'il vient de se passer. Mathilde confie à Léa qu'elle a eu aussi le même ressenti et qu'elle a, elle aussi, eu très peur. Finalement, elles ont commencé à se détendre un petit peu. Elles se sont posées dans un parc, assises, elles ont discuté, elles ont commencé à rigoler en disant que elles sont parano et c'est sur le moment de l'excitation, tu sais, t'as une camionnette, elle s'arrête, tu sais pas pourquoi, t'es jeune, tu t'es monté le chou, bon, rien, voilà, rien de fou, elles en rigolent, et c'est le moment où elles doivent rebrousser chemin pour rentrer chez elles. Au bout d'un moment, ce que Léa estime comme une demi-heure, nos deux amies décident donc de rentrer, mais elles doivent repasser par la même route dans laquelle elles ont croisé cette fameuse camionnette. Je vous le précise pour rien, certes, mais nos amies ne sont pas rassurées du tout, mais finissent par se dire que, encore une fois, c'est bon, c'est rien, c'est peut-être juste une coïncidence que la camionnette était là, donc elles décident enfin de rebrousser chemin. En arrivant sur la route, pour leur plus grand soulagement, la camionnette n'était plus présente. Elles avancent alors tranquillement jusqu'à l'endroit exact où la camionnette s'était arrêtée, et c'est là que Léa et Mathilde remarquent quelque chose. Léa précise que rien qu'à l'écrire aujourd'hui, elle en a des frissons, des fois des nausées, elle se sent vraiment pas bien. Elles ne savent pas vraiment pourquoi il y avait là, ce qu'il y avait là, je vais vous le dire après. Elle sait pas ce que ça faisait là, elle ne sait rien. Aujourd'hui, c'est ce qui la terrifie le plus. Encore aujourd'hui, elle a une sorte de trauma, et on peut la comprendre. Sur le côté lisière de la forêt, elles aperçoivent un truc rouge, à vraiment quelques mètres de la route, pas plus. En s'approchant, elles voient un pull rouge. Un pull en laine tricotée de couleur rouge vraiment très vive. Le pull semblait petit pour l'époque alors qu'elle n'avait que 10 ans, ce qui peut indiquer que le pull était destiné à un ou une enfant très petite. Léa explique que le pull était bizarre, comme si quelqu'un avait tenté de le brûler, parce qu'à certains endroits, il était noirci, ce qui contrastait avec le rouge vif du reste du pull. Et il y avait comme un petit bidon, transparent en plastique, à moitié rempli
juste à côté. Avec le recul, on peut imaginer de l'essence ou toute autre substance inflammable qui a servi à brûler en partie le pull. Ce qui est sûr, c'est que Léa certifie que ni le pull, ni le bidon étaient présents lors de leur premier tour, parce qu'un rouge aussi vif, elle sait qu'elle l'aurait forcément remarqué. Et voilà pour cette histoire, on n'en sait pas plus, elles en savent pas plus. Dans ce genre d'histoire, on peut pas vraiment en savoir plus. Et ben Léa nous explique qu'elles s'en savent pas plus, elles ont juste vu un pull là où était la camionnette, ça les a terrifiées. Et encore une fois, comme la première histoire, c'est pas non plus un truc fou de une femme qui se fait suivre dans la rue, que machin, que quelqu'un tape à son appartement, quelqu'un s'infile, que tu vois, c'est pas un truc énorme, c'est en soi c'est juste une camionnette qui les a suivies, elles ont changé de route, en repassant il y avait ça, donc le pull rouge et le bidon à moitié brûlé, et voilà. Mais ce qui est terrifiant, c'est de s'imaginer à qui appartenait le pull, pourquoi le pull est là, pourquoi il était brûlé, ce que la camionnette faisait là, ce qui aurait pu leur arriver. En fait, c'est tout le « et si » qui fait peur. C'est en rajoutant encore une fois des « si » qui est terrifiant. Et on se doute en tout cas que la personne là avec sa camionnette, c'était vraiment, je pense en tout cas qu'elle était pas là pour de bonnes intentions. Ce qu'il faut avec cette histoire, c'est que dans les commentaires Reddit, il y a quelqu'un qui a tenté de pas lui trouver d'explication, mais de lui dire oh là là, imagine ce qu'il a pu t'arriver et tout. Et ensuite, les deux personnes ont eu un dialogue. Ce qui me prouve encore une fois que ça peut être vrai parce qu'elle a rajouté encore des détails dans les commentaires. Le seul point qui paraît cliché, c'est la fameuse camionnette blanche. Peut-être qu'avec le temps, parce que cette histoire remonte il y a 20 ans, peut-être que les souvenirs se sont un petit peu altérés. Peut-être que je sais pas, c'était un kangou, peut-être une voiture utilitaire ou autre, ça paraît un peu cliché, mais pour moi ça paraît vrai, parce que c'est pas une histoire non plus énorme, et encore une fois, dans sa façon de répondre aux commentaires, tu sentais que elle était vraiment traumatisée, et ça me paraissait en tout cas moi réel. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé les histoires du jour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, et puis eh bien à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait trop plaisir, mais surtout suivez-moi dans mon podcast Nuit sans retour, c'est dispo sur Spotify, Apple Podcast, n'hésitez pas, c'est trop le feu, et ça vous fait du contenu supplémentaire. Je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prenez très bien soin de vous, mais surtout de votre famille les gars, c'est super important. Et je vous dis à une prochaine. Salut!